Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Coup de gueule ce mardi sur le site qui abrite le chantier de la cité administrative d'Arrosoubeta. Les travailleurs ont pris d'assaut les accès du site pour dénoncer les nombreux abus dont ils seraient victimes de la part de l'entreprise en charge des travaux. Ils exhortent les autorités béninoises à effectuer une descente sur le site pour constater leurs conditions de travail qu'ils jugent précaires. Dans ce journal, l'ambiance qui a prévalu ce mardi sur le site. Nous parlerons également d'un nouveau responsable des affaires administratives et financières des mairies des 4 départements du Nord et des collines qui sont actuellement en formation. C'est un séminaire ouvert ce lundi 29 août 2022 pour renforcer leurs capacités sur 2 thématiques à savoir la réforme du nouveau Code général des impôts et les implications fiscales de la loi des finances 2022 au profit des communes. Un atelier organisé par le Sénafoc, une structure sous tutelle du ministère de l'économie et des finances. Nous irons également dans l'arrondissement d'Aklankba à Glazoué pour revivre avec vous la sortie officielle du nouveau roi traditionnel d'Afizungo. Cette apparition publique vient définitivement clôturer le processus de succession du roi Tosé, un véritable moment de réjouissance pour les fils et filles de ce village qui en ont profité pour faire allégeance au roi tout en lui exprimant leur joie et leur fierté. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Ouvrons ce journal par l'ambiance qui a prévalu ce mardi sur le site qui abrite le chantier de la cité administrative d'Arrosoubeta. Plusieurs dizaines de travailleurs ont pris d'assaut les accès du site pour dénoncer les nombreux abus dont ils seraient victimes de la part de l'entreprise en charge des travaux. Manœuvres et ouvriers clament leur ras-le-bol face au mauvais traitement devenu monnaie courante sur le site. Ils sollicitent l'intervention des autorités compétentes pour une amélioration de leurs conditions de travail. Constat. Ce mardi, le ton est vite monté. Ici, sur le chantier de la cité administrative d'Arrosoubeta, plusieurs dizaines d'ouvriers en furie ont pris d'assaut l'entrée du site et dénoncent les abus dont ils sont victimes et le mauvais traitement devenu récurrent. Ce qui se passe ici ce matin, ce sont nos mauvaises conditions de travail actuelles que nous sommes en train de mener sur ce site, sur la cité administrative d'Arrosoubeta, un projet du gouvernement. Il y a 83 ouvriers qui seront sélectionnés et qu'on va les transformer en type de manœuvre. Que ces 83-là n'ont plus le droit de gagner leur salaire en tant qu'ouvriers, qui seront des manœuvres s'ils ne veulent pas de partir. Monsieur le Président, nous sommes de 5 ans qui ont été représentés dans cette maison. Ils ont renvoyé tous les 4. Une situation de plus en plus insoutenable et qui ne leur laisse guère d'autre choix que de se faire entendre. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est cette nouvelle décision prise par les responsables du site de rétrograder plusieurs dizaines d'entre eux. Actuellement, aujourd'hui, le salaire de l'ouvrier dans cette maison est à 2 740 francs, soit 340 francs par heure. Manœuvre, ça veut 280 par heure. 280 par heure. Ils font de l'harcèlement sur le site. Un corvée, moi à mon âge, on me donne un corvée. 80 mètres de profondeur, 80 cm de profondeur, 80 cm de largeur et 12 mètres de longueur. On me dit corvée, ici au Bénin, en tant qu'ouvrier. Les HSE, même là, n'ont plus de parole. Aéramé Conseil est dans la maison. Maintes fois, nous sommes allés prêcher à Aéramé Conseil. Il sait très bien, le docteur est au courant de tout. Et pourtant, 20. Rapprochés, les responsables de l'entreprise en charge des travaux dégagent toute responsabilité quant à la situation qui prévaut actuellement et pointent du doigt une société à qui ils auraient confié la gestion et l'organisation du site. Ils se disent toutefois préoccupés par la situation à laquelle des solutions seraient en étude. Regarde, c'est-à-dire que les plus détails, c'est-à-dire qu'il faut demander le directeur de la société Corriche. Vous comprenez, c'est une société spéciale que nous avons confiée de travailler chez nous pour bien organiser et gestion le chantier. C'est la situation sous contrôle. Nous sommes en train de chercher la solution déjà.
Dans un tout autre volet, la rentrée scolaire s'annonce à grands pas et les préparatifs se mènent aussi bien du côté des écoles que du côté des parents d'élèves. Et c'est le moment de remettre sur tapis les conditions des filles dans les écoles pour éviter les cas de grossesse en milieu scolaire. Faut-il le souligner, 2 collèges de Cotonou ont battu le record l'année dernière avec des chiffres inquiétants, ce qui a d'ailleurs poussé une de nos équipes de reportage à aller constater l'ampleur du phénomène et les voies et moyens pour éradiquer ce fléau des lycées et collèges du Bénin. Voici le reportage de Idrissou Boukari. Les grossesses en milieu scolaire deviennent de plus en plus une préoccupation majeure pour les chefs d'établissement et même pour le gouvernement. Le phénomène flambe et interpelle plus d'un. Au sujet de l'entente, le point des cas de grossesse enregistrés ces 2 dernières années est ahurissant. 23 filles sont tombées enceintes en pleine année scolaire. Non loin de là, le seuil de Fillon affiche à son compteur une dizaine de cas rien que pendant l'année scolaire dernière et une vingtaine de cas l'année précédente. Au sujet de l'entente, les cas de grossesse sont légion. Ce qu'on constate généralement, c'est qu'elles viennent jusqu'au moment où elles n'arrivent pas à supporter. Alors là, on observe des abandons. Elles ne viennent plus jusqu'à l'accouchement. Et elles perdent comme ça l'année. Et l'année suivante, certaines cherchent à revenir et reviennent si elles peuvent continuer les cours. Ici, notre particularité, c'est que nous entretenons de bonnes relations avec les filles enceintes de sorte qu'il n'y ait pas du tout de discrimination. Parce que les ONG avec lesquelles nous travaillons ici forment nos enfants, nos apprenantes surtout, à ne pas se moquer de leurs sœurs, de leurs camarades qui tombent enceintes. Les auteurs de ces grossesses sont pour la plupart des riverains au quartier, des artisans, des commerçants et dans certains cas des camarades élèves. Conséquence, les filles ont dû abandonner les salles de classe et seulement quelques-unes ont eu le courage de reprendre après la période de maternité. Des cas d'avortement clandestin ont été également signalés. Les causes sont multiples, mais la principale est liée aux conditions de vie de ces jeunes filles. Les parents sont au banc des accusés. Ce qui cause ça souvent, c'est l'irresponsabilité des parents. Parce que si la fille a des besoins à la maison, la fille n'est pas bien traitée, elle a des besoins. Et puis arrivée à l'école, elle voit ses copines, genre tout habillées et puis tout. Et elle a des envies. Et puis un garçon vient lui proposer des trucs. Si elle veut subvenir à ses besoins, elle ira facilement faire ce gain. J'ai appris qu'au sujet de l'entente, il y a plusieurs cas de grossesse. Bon, on peut dire que les causes de la grossesse non désirée est surtout du côté des parents et les enfants. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de besoins. Et puis, pour subvenir à mes besoins, je suis obligée de faire de petits jobs. Mais toutes les filles ne sont pas conscientes de ça. Il y a d'autres qui abusent des filles pour dire que si tu me donnes le sexe, je vais te donner tel argent, je vais te faire ci pour subvenir à tes besoins. Donc les enfants sont laissés à eux-mêmes, ils vont à la recherche des sous et vont voir surtout les ouvriers qui sont tout autour des écoles là. Ces petites filles-là vont vers ces ouvriers-là pour chercher de l'argent. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ils vont vers les garçons et c'est la grossesse qui pénètre. Plus de 90% des filles concernées viennent des milieux affectés par la misère et le risque est là. Selon les statistiques, tout commence à partir de la classe de 4e. L'âge de puberté est acquis et la tentation devient grande. On a envie de se lâcher, de tout essayer, sans tenir compte des risques potentiels de ce projet. Les grossesses en milieu scolaire engendrent de graves conséquences. Conséquences, c'est la grossesse, c'est les maladies sexuellement transmissibles. C'est quoi encore les fistules au cours de l'accouchement. Ils ont des problèmes de l'accouchement et ça amène parfois à quoi? Au décès de la fille. L'enfant, même si on ne le renvoie pas de l'école, l'enfant vient, mais il n'arrive plus à suivre le cours comme cela se doit. Il va sentir des malaises, ou bien peut-être aujourd'hui il ne s'est pas réveillé, il ne s'est pas bien réveillé, tout ça là. Donc ça agit sur ses résultats.
si on prend 10, à peine 3 reviennent. Alors que le ministère a pris une de services les autorisant même à suivre les cours, même étant grosses. La lutte contre les grossesses en milieu scolaire reste un vaste chantier et les actions de sensibilisation des filles s'avèrent l'une des armes. C'est ce à quoi s'attellent certaines ONG partenaires des écoles, à l'image de Iradip ONG qui œuvre dans ce sens depuis plusieurs années. Nous avions constaté depuis bientôt 3 ans que les grossesses en milieu scolaire sont en nette progression. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous sommes dit qu'il faut aller au contact de cette cible-là. Il faut procéder à des sensibilisations. Donc, par conséquent, nous nous sommes dit qu'il faut vraiment faire quelque chose au profit de ces enfants-là. Parce que le chef de l'État de demain, c'est ce qu'on aura fait de l'enfant d'aujourd'hui. Le sexe et l'école ne font pas bon ménage et certaines filles l'ont appris à leurs dépens. Les parents sont appelés à ouvrir le débat sur la sexualité avec leurs filles à la maison et surtout essayer de subvenir à leurs besoins pour freiner la progression des grossesses en milieu scolaire. La combinaison des efforts de l'école, des ONG et du gouvernement pourrait contribuer à l'épanouissement des filles et l'atteinte de l'objectif zéro grossesse en milieu scolaire prôné par Plan International Bénin. Nous allons à présent vous embarquer dans une aventure. Ce n'est pas par désir touristique, mais plutôt pour attirer l'attention des autorités sur le calvaire que vivent les populations de cette localité. Nous sommes au cœur de la commune d'Abomey-Calavi, au quartier Diakota, à environ 1,5 km de la voie inter-État Cotonou-Lomé. C'est une localité dépourvue d'eau potable et d'électricité qui subit constamment les affres des inondations. Les images en disent long. Cet espace est un ancien site de dragage de sable. Juste derrière se trouve Diakota, un quartier de l'arrondissement de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Ici, il y a au total 4 carrières, dont 2 à l'entrée du quartier. Depuis l'installation des structures en charge des opérations, les populations de Diakota vivent une nouvelle réalité, l'inondation. Nous avons 4 sites de dragage qui entourent Diakota, vous voyez, et par l'exploitation qu'ils font là, ça fait qu'ils bouchent les couloirs naturels de circulation d'eau, si bien que l'eau nous envahit dans les maisons. Vous voyez la rue qui est derrière moi là, c'est une rue qui n'était pas inondée, il n'y avait pas de l'eau. Mais depuis qu'ils ont fermé là où l'eau doit passer, l'eau nous envahit. À notre descente sur le terrain, tout le monde nous ouvre ses portes. Chacun veut montrer les difficultés qu'il rencontre. Cette dame, par exemple, a insisté pour que nous filmions la cour de sa maison inondée. Les rues sont pleines d'eau et enfants et adultes sont contraints de jouer les batraciens. nous bloquer nos activités gégé. On mène bousson en fait malgré quoi mi loué malgré ça si on tout pour ne pas mais gégé tout quoi louer pour ne pas donc. Face à ce phénomène d'inondation, les populations pointent de doigt un promoteur en particulier. Selon les informations glanées sur place, celui-ci ne serait pas ouvert à la discussion. Plus loin, il y a une autre carrière. Un site qu'un promoteur gère et ici il a installé un dallo pour permettre la circulation fluide de l'eau. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Celui-ci, en s'installant, a bouché, il a pris sa fourchette pour boucher le passage de l'eau. Mieux, il a installé sa manne financière dans la cuvette, ce qui doit permettre, ce qui a obstrué le passage de l'eau et c'est ce qui a même provoqué l'inondation. Mais toutes les tentatives que nous avons menées, nous avons voulu aller dans une approche participative et conciliante, mais il a refusé, il nous a rejetés. Bon, on s'est rapproché d'eux pour qu'ils puissent nous aider à trouver solution. Bon, au début, ça a été très dur. Ce n'est que la dernière fois quand on s'est soulevé, on avait ras-le-bol, que le promoteur qui est à côté, il est venu avec une pelle et il est arrivé à déboucher une buse et on a eu ce soulagement-là. Mais ce n'est pas suffisant. Le problème d'inondation est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À Diakota, la population souffre déjà le matin avec le manque d'eau potable et d'électricité.
Pour avoir cette matière indispensable à la vie, elle est obligée d'aller jusqu'au quartier voisin pour s'approvisionner. Comment peut-on comprendre que le liquide vital, aujourd'hui, nous n'en avons pas. À Djekpota, il n'y a pas de l'eau courante. Et vraiment, c'est le matis, surtout en période d'inondation, en période de crue, quand on souffle le matis. Vous allez voir le déferlement des bidons jaunes par-ci, par-là, et c'est le quartier qui est à côté. C'est là qu'on va s'approvisionner en eau potable. Il n'y a pas de l'eau de la Soneba Djekpota. Il n'y en a pas. C'est seulement des gens qui ont essayé avec le forage. Mais l'eau de forage, vous savez, c'est impropre à la consommation. Et quant à l'électricité, l'option récurrente ici est le prolongement des fils électriques sur de longues distances. Conséquence, des toiles d'araignée formées un peu partout dans le quartier, ce qui n'est pas sans séquelles. Nous sommes à 1,5 km de la route inter-État Cotonou-Lomé. Il n'y a pas de l'électricité. L'électricité qui en a, c'est que c'est récemment un projet d'ABEM. On a demandé, on a dit que c'est un projet d'ABEM, mais qui n'est pas allé à son bout. Aujourd'hui, sur les 230 hectares environ que compte Djekpota et qui est peuplé d'habitations, de maisons, de ménages, j'allais dire, à peine le 1/8 a de l'électricité. Alors qu'il y a une fille du nom de Bossou Naomi Marina, revenait du cours du soir vers 18h. Elle était sur la voie, mais ne voulant pas traverser l'eau, elle était obligée de marcher par équilibrisme. Et elle a chuté. Dans sa chute, elle voulait par réflexe attraper les ailes. Quand elle est allée attraper le fil électrique, et il y a eu une mort subite. Aujourd'hui, les maux dont souffrent les populations de Djekpota sont nombreux. Après les multiples sollicitations des autorités locales et communales, elles en appellent désormais à la bienveillance de l'exécutif. Nous allons à présent parler du lancement officiel du recueil de procédures du Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation du Bénin CAMEC. Il s'agit d'une mise à jour du document qui sert d'outil de travail pour les arbitres dans le cadre du règlement des litiges. C'était à la faveur d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée à Cotonou en présence des acteurs du droit et des opérateurs économiques. Reportage. Voici le nouvel outil de travail des arbitres du Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation du Bénin CAMEC. Un recueil d'environ 60 pages qui contient les procédures du règlement des litiges en cas de recours au mode alternative. Pour son lancement, le président du CAMEC le transmet officiellement aux arbitres, conciliateurs et médiateurs du centre. Ces procédures constituent avant tout un outil de travail pour nos partenaires, à savoir les arbitres, les médiateurs et les conciliateurs, mais également un outil d'accompagnement des opérateurs économiques dans le cadre, pas seulement du règlement des litiges, mais aussi de celui qui nous semble le plus pertinent, à savoir leur prévention. Le recueil est reparti en 4 chapitres essentiels avec en annexe les barèmes appliqués au CAMEC. C'est une mise à jour des procédures du centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation pour arrimer leurs méthodes à l'évolution des normes nationales et internationales. Après 16 années de pratique de ces procédures, des insuffisances et difficultés ont été observées dans l'application des tests. C'est dans ce contexte que le processus de relecture a été enclenché en juin 2021 et a connu plusieurs étapes qui ont permis d'obtenir ce chef-d'œuvre. Le document, qui devrait également servir les chefs d'entreprise, leur est expliqué au cours de la cérémonie de lancement. Et désormais, les avantages sont encore plus nombreux pour faciliter un règlement des litiges par le recours aux modes alternatifs. Et pendant ce temps, les nouveaux responsables des affaires administratives et financières des mairies des 4 départements du Nord et des collines sont en séminaire de formation. Ils renforcent leurs capacités depuis le lundi 29 août 2022 sur 2 thématiques, à savoir la réforme du nouveau Code général des impôts et les implications fiscales de la loi des finances 2022 au profit des communes. L'atelier est organisé par le Centre national de formation comptable Sénafoc, une structure sous tutelle du ministère de l'économie et des finances avec l'appui financier de la cellule d'appui au pilotage des réformes. Retour sur la cérémonie de lancement officiel des travaux dans ce reportage. Les dispositions fiscales de la loi des finances 2022 et celles du Code général des impôts et leurs implications comptables,
C'est le thème de ce séminaire organisé par le Sénafoc, entendez le Centre national de formation comptable. Un atelier de formation de 3 jours à l'intention des nouveaux responsables aux affaires administratives et financières RAF des 4 départements du Nord et les collines. Il s'agit bien en réalité d'une formation de renforcement de capacités destinée à mieux outiller une frange importante de la vie publique de notre pays. Cela vous permettra, vous, RAF, des départements de la Takora, Donga, du Borgou, Alibori et des collines, de vous familiariser avec les exigences actuelles en matière de finances publiques et de gestion comptable. Démarré depuis le 12 juillet 2022 avec les organisations de la société civile, cette formation s'est poursuivie avec les RAF de la partie méridionale à Grand Popo et ceux des départements du Monokoufo et du Zouaboycon. Parakou est donc la dernière étape de cette initiative du Sénafoc qui vise à renforcer les capacités de gestion des finances publiques, notamment celles locales, par les RAF des 77 communes du Bénin. Le Sénafoc a engagé cette formation pour renforcer les capacités de gestion des finances publiques, mission à vous confier par le gouvernement au niveau des communes. Vous devez en mesurer l'importance. Et puisque vous êtes des praticiens, cette formation doit pouvoir être une occasion d'échange. Les participants venus de Bembereke, Savé, Natitengou, Basila et les autres communes des départements cités ont salué cette initiative qui leur permettra d'actualiser leurs connaissances. Les enseignements dispensés au cours de ces différentes formations et dont vous serez bénéficiaires bientôt, ajoutez à ceux que vous avez déjà, devrait vous permettre non seulement de faire face à vos occupations quotidiennes, mais aussi vous permettre de mieux instruire vos collaborateurs dans le traitement des dossiers financiers de votre commune. La formation est animée par 2 experts, Théophile Dalo du service des impôts et Achille Poviwanou du Sénafoc. Alors, présent dans le département du Mono pour parler du 5e congrès ordinaire de l'Union pour le développement de l'arrondissement de Bopa. La rencontre s'est tenue le 27 et 28 août 2022 à la Maison des Jeunes de la localité. Voici le compte rendu signé Teddy Goudalo. Ils sont préoccupés par le développement de l'arrondissement de Bopa dans le département du Mono. Très tôt, ces hommes et femmes de la localité se sont mis en association pour mener des actions. Aujourd'hui, c'est leur 5e congrès ordinaire. Ce congrès est un lieu d'échange et de débat sur toutes les grandes questions qui intéressent notre Union dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, mais également éducationnels. Les filles et fils de Bopa nous pressent de nous saisir des préoccupations qui les affectent et nous avons le devoir d'intervenir en leur faveur. L'entente des filles et des fils de Bopa, de tous bords politiques, de la société civile que je vois ici ce matin pour le 5e congrès de Bopa, me réjouit et me rassure que tout Bopa est vraiment engagé sur la voie de développement économique, social et culturel de son territoire tout entier. Les échanges des congressistes se sont essentiellement focalisés sur la politique et le développement de leur arrondissement commun, Bopa. La mobilisation des filles et fils pour la fête de retrouvailles qui aura bientôt lieu a également meublé les discussions au cours de ces assises. J'ose croire, et ce, au même titre que vous, que ce qui nous réunit ce jour dans cette maison des jeunes de Bopa est plus important que ce qui pourrait nous diviser.
que l'intérêt de l'arrondissement de Bopa prime alors sur nos intérêts personnels. Ce faisant, ce sont les filles et fils de Bopa qui gagneront pour que l'histoire le retienne. Ensemble, sauvons notre maison commune Bopa pour un développement durable. 14 villages composent l'arrondissement de Bopa. L'Union pour son développement entend œuvrer sans relâche pour l'épanouissement des filles et fils de la localité. Il faut préciser que suite à des mécontentements enregistrés au cours de ce 5e congrès ordinaire de l'UDAB, les travaux devant conduire à l'élection de nouveaux bureaux sont reportés à une date ultérieure. Parlons à présent de la sortie officielle du nouveau chef traditionnel d'Afizungo. Cette apparition publique vient définitivement clôturer le processus de succession du roi Tosé, un véritable moment de réjouissance pour les fils et filles de ce village situé dans l'arrondissement d'Aklankba à Glazoué, occasion également pour les populations de faire allégeance au roi tout en lui exprimant leur joie et leur fierté. Imet Elena Moussou pour les détails. Le village d'Afizungo, dans l'arrondissement d'Aklankpa, a enfin un nouveau chef traditionnel. Daakpovi Aïdeji 5 à Corinto Zumfa a fait sa première apparition publique. Cette sortie vient clôturer la série de rituels qui consacrent son intronisation. Le conseil d'arrondissement a accepté ce chef traditionnel. Donc nous allons travailler avec ce nouveau chef en complicité avec les associations de développement. C'est nécessaire pour le développement de notre localité qui est l'arrondissement d'Aklankpa. Il va rester longtemps sur le trône. Tout ce que ses prédécesseurs ont fait, il va le faire plus que ça. Quand on est roi, c'est pour résoudre les problèmes, puisque nous en avons suffisamment ici. Les problèmes de terre, ce sont des affaires récurrentes. Et à Afizungo, nous avons 2 villages administratifs. Donc il est le chef de hommes et femmes de ces 2 villages administratifs. Désigné par l'oracle, Daakpovi Aïdeji 5 à Corinto Zumfa est le successeur du roi Tosé, parti rejoindre les ancêtres en 2018. La vacance de trône observée depuis lors a pris fin il y a quelques semaines. Assis confortablement dans son hamac, le nouveau chef, porté par des bras valides, a fait le tour de tous les territoires sous sa juridiction. Derrière le cortège, on pouvait remarquer la présence des dignitaires et cadres natifs de la localité, ainsi que la population. C'est maintenant l'occasion pour que la population d'Afizungo ait son leader. Et ce leader traditionnel va porter la voix de nos populations partout dans les instances culturelles. Et l'arrivée de ce nouveau chef traditionnel va permettre à la population, à la jeunesse, de prendre conscience des enjeux de développement de notre localité. Sans chef, il y a du désordre. Mais avec un nouveau chef traditionnel, les gens vont se discipliner. Que la jeunesse se mette au travail et que le nouveau chef traditionnel nous aide à révéler davantage Afizungo. Le conseil que je lui donne, c'est de tout faire pour unir les filles et fils d'Afizungo, pour que le développement de la localité suive la population. Il doit les écouter, prendre leurs doléances en compte et essayer de régler les conflits. Les manifestations permettent au nouveau chef d'asseoir son autorité sur les différentes localités qui composent le village dont il a désormais la charge. Son avènement vient mettre fin à plusieurs années de déséquilibre spirituel dans les couvents et autres lieux de culte du village. Appelé à préserver non seulement le patrimoine culturel et cultuel, Daakpovi Aïdeji 5 à Corinto Zumfa doit aussi veiller au bien-être de tous. L'autre mission principale est de consolider les liens entre les filles et fils de la localité et les amener à œuvrer ensemble au développement d'Afizungo. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.